Public Sénat et le Centre national du livre présentent Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre nouvelle émission littéraire qui part des livres pour aller vers vous. Chaque semaine, je vous retrouve dans ce lieu magnifique, l'annexe de la Bibliothèque du Sénat, pour donner la parole à ceux qui font vivre la littérature, ceux qui l'écrivent bien sûr, mais aussi ceux qui la lisent ou ceux qui s'en inspirent pour agir et créer dans des domaines parfois inattendus. Mon invité aujourd'hui, vous le connaissez très bien, ou plutôt vous pensez le connaître. Vous le savez, homme politique, il a été président de la République française de 2007 à 2012. Vous l'avez découvert récemment grand connaisseur de football, c'était sur Équipe TV. Et ce soir, il va apparaître comme le passionné de littérature qu'il est. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci de m'inviter. Bienvenue sur Livrez-vous. C'est un grand honneur. Vous connaissez ce lieu ? Je connais ce lieu. Bon, je n'ai jamais été sénateur. Je crois que c'est d'ailleurs le seul mandat que je n'ai jamais exercé dans ma vie. D'abord parce que j'étais longtemps trop jeune pour pouvoir devenir sénateur. Il fallait 35 ans à mon époque. Mais je connais ce lieu pour être venu souvent dans les réunions politiques ici au Sénat. Parce que le président n'est pas toujours le bienvenu au Sénat. Non, mais je n'ai pas été que président, j'ai été ministre. Et puis j'ai été chef de parti, ce qui m'a permis de venir souvent ici. De vous, Nicolas Sarkozy, on sait certaines choses, on ne sait certainement pas tout. Mais votre connaissance de la littérature n'est pas la première chose que l'on cite à votre sujet. Et pourtant, je sais, car nous avons préparé cet entretien, qu'elle est immense. Non, elle n'est pas immense du tout. Mais J'ai si. des trous épouvantables. Vous savez, ceux qui me connaissent, ceux qui sont mes proches, savent que depuis très longtemps, je ne me déplace jamais sans avoir un livre. Que je ne passe pas une journée sans lire. Et c'est tellement important pour moi, peut-être à tort, je n'ai jamais voulu en parler. Je trouve qu'il y a une forme de prétention, de cuistrerie, à vouloir faire semblant, comme vous demandez, quel est le livre que vous amenez en vacances, en général, pour citer un titre que personne ne connaît et un livre qu'on ne lira pas. Et donc c'était en quelque sorte un jardin secret, je n'en ai jamais parlé, mais quand vous m'avez proposé cette émission sur une grande chaîne nationale, dans ce lieu magique, alors bon, c'était difficile de résister, et maintenant qu'il n'y a plus d'enjeu, en tout cas d'enjeu politique, c'est beaucoup plus simple pour moi de parler des choses sérieuses. Et la littérature, c'est une chose très sérieuse. Parce que c'était en contradiction avec l'exercice politique et de parler de Bon, littérature. d'abord, je ne dis pas que j'avais raison, mais ça me paraissait tellement artificiel d'aller parler de choses tellement intimes. Parce qu'au fond, ce que vous aimez, ce que vous lisez, la façon dont vous l'interprétez, ça en dit tellement sur vous. Et peut-être que durant toute ma carrière politique, je n'ai pas voulu dire tellement sur moi. Pas moi, l'homme politique ou le président de la République, mais moi, la personne. Non, mais on connaissait votre famille, on aurait pu connaître votre famille littéraire, par exemple. Oui, on m'a beaucoup reproché d'ailleurs de connaître ma famille. On ne m'a pas reproché de connaître mes goûts littéraires. Peut-être était-ce une occasion manquée. En tout cas, elle sera rattrapée ce soir. C'est un grand plaisir pour moi de parler avec beaucoup de subjectivité, parce qu'il n'y a pas d'objectivité en littérature. Et pour moi, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre amènerez-vous sur une île déserte ? Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça, c'est mon livre de chemin ? Tu n'en as qu'un ? Mon Dieu, quelle pauvreté. À quoi ressemble votre bibliothèque ? Ben, c'est très simple, c'est très organisé, un peu comme je suis, pardon. Sur la partie droite, enfin ça dépend, droite et gauche, ça veut dire le point où on part. Il y a tous les livres que j'ai lus, et sur l'autre partie en face, il y a tous ceux qui me restent à lire, et fort heureusement, ce qui me reste à lire est infiniment plus important que ce que j'ai déjà lu. C'est pas classé par ordre alphabétique. Absolument pas. C'est classé par littérature étrangère ou littérature française. C'est classé par contemporain ou non contemporain, j'aime pas le terme classique qui ne veut absolument rien dire. Et puis, de l'autre côté, c'est le fouillis de tout ce que je reçois, que je trie. Par exemple, on m'a offert il y a 6 mois Alfred de Vigny, le premier roman historique, c'est lui qui l'a fait, au début du 19e siècle, sur Utrecht, et je l'ai commencé il y a 3 semaines.
Vous arrivez à savoir ce qui vous donne envie de lire un livre à un moment? Je ne sais pas, un c'est moment, une l'alternance aussi. couverture C'est l'alternance aussi. J'aime bien alterner les romans du 19e et les romans contemporains, mais définitivement, j'aime le roman. C'est un choix définitif, et pour moi, la littérature, c'est vraiment l'entrée dans le 19e siècle avec le roman. Et j'aime, vous savez, Lévi-Strauss, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'extrême fin de sa vie. Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue? L'un des hommes les plus brillants du XXe siècle, incontestablement. Il a écrit Triste Tropique, notamment. Triste Tropique. Je l'ai interrogé, je lui ai dit, mais maître, Triste Tropique, on a l'impression de commencer par un roman, et c'est un essai. Et il m'a dit, mais vous savez, j'ai voulu faire un roman, et je ne suis pas capable de faire un roman, c'est-à-dire de suivre un personnage, de le décrire, et de l'amener jusqu'au bout. Pour moi, l'écrivain, c'est d'abord le romancier. Les romans, mais surtout les romans du 19e siècle. Vous avez une fascination pour le 19e siècle. Bon, d'abord, c'est difficile d'évacuer la question du 19e siècle, qui est l'arrivée du roman, le roman et les nouvelles. Hein. Aujourd'hui, on regarde tellement de séries. Souvent, j'ai pensé que les séries d'aujourd'hui, c'était les nouvelles d'hier. Hein. Et le 19e siècle, c'est quand même le siècle de tous les génies. On s'y perd. Dumas, Jules Verne, Maupassant, Flaubert, Balzac, tous. Victor Hugo, Barbey d'Aurevilly, enfin, on peut multiplier jusqu'à l'infini. Et je dois dire que j'ai souvent pensé qu'on lisait ces romans trop jeunes, qu'on passait à côté. Aujourd'hui? Oui. Ouais. Je pense que l'éducation sentimentale, il faut être Flaubert. éduqué sentimentalement, si on peut l'être, pour le lire. Je pense que le père Goriot, on ne doit pas le mettre à 15 ans. Je pense que c'est vous qui êtes une philosophe, ce sont des livres d'une philosophie profonde, qui ont ausculté l'âme humaine au plus profond, et je dois dire que ça me fascine. Et en même temps, si on peut initier les jeunes personnes à cette lecture-là, parce que s'il faut attendre d'avoir une certaine maturité sentimentale pour lire, parfois on ne lirait jamais. On Oui, mais découvre vous voyez, aussi je beaucoup de pense choses que dans ces c'est livres. pas la même chose de lire à 15 ans Maupassant et de lire Balzac, par exemple. Quelle différence entre les deux? Alors, c'est de génie absolu, mais les nouvelles de Maupassant, c'est beaucoup plus facile. Ouais. J'ai souvent pensé d'ailleurs qu'il avait été influencé par cette Normandie, avec ce climat parfois un peu pluvieux, ces marécages, et que ça devait... Bon, la maison Tellier, c'est drôle, c'est boule de suif, etc. C'est la petite roque, on peut multiplier là, or là, enfin, etc. Me semble-t-il, c'est plus accessible à un adolescent que l'œuvre de Balzac, qui est pour moi le premier des féministes, et dont l'essentiel des personnages importants sont des femmes. Le premier des féministes, dites-vous? Mais comment Balzac, qui a été si malheureux dans son mariage Oui. avec Madame Vranska, hein, quand même, Octave Mirbeau le raconte dans La mort d'un soleil, je crois que c'est ça le titre. Madame Vranska est tombée amoureuse de Balzac, qui était une star. En le lisant, ils se sont écrits. Je crois qu'ils se sont rencontrés la première fois à Genève. Mais comment vous reconnaîtrez? Je dis, j'aurai un exemplaire de mon livre sous le bras, il pleuvait, ils se sont manqués, etc. Elle a attendu que le mari de Madame Vranska meure, ils se sont mariés. Ils sont venus de Moscou, elle était ukrainienne, je crois, et la première soirée a été épouvantable, puisque Balzac avait dit à sa mère de préparer un souper fin, de prévoir un serveur. Le serveur est devenu fou, ils n'ont pas pu rentrer dans la maison, tout était saccagé. Il était malheureux en amour. Et pourtant, comment il a parlé des femmes? Ah oui, il en parle brillamment, mais ces femmes sont presque toutes malheureuses en amour aussi. Mais elles sont tellement fortes. Les hommes sont faibles. Oh, comment? Vous pensez à qui, par exemple, comme héroïne de Balzac? Mais enfin, écoutez, dans le curé de campagne, Véronique, qui est mal mariée, qui est une femme parfaite, et puis qui fait un enfant avec un jeune ouvrier, qui va être poussé, je ne vais pas tout raconter, mais qui va être poussé au crime, Véronique, qui va après se mortifier et essayer de trouver la renaissance dans la religion. C'est un personnage extraordinaire. Camille Maupin, dans
Béatrix, c'est un personnage extraordinaire. Elle reste fidèle jusqu'au bout. Elle va même pousser dans les bras du petit jeune là, Calix, sa rivale. Hein. Camille Maupin, je crois que c'est son nom d'écrivain. Exactement, c'est Félicité des Touches. Oui, mais son nom d'écrivain... Camille Maupin. Je pense qu'il a dû être influencé par George Sand. George Sand, exactement. Quelque chose comme ça. Si vous regardez tous les personnages... Eugénie Grandet. Elle n'est pas extraordinaire, cette Eugénie Grandet. Pourquoi elle est extraordinaire? Elle tombe amoureuse du cousin, qui est un petit fat. Oui, c'est son cousin, puisqu'elle tombe amoureuse de... Je crois qu'il s'appelle Charles, et il est le fils du frère de son père. Donc c'est son cousin. Elle l'attend, elle lui donne tout, il la trahit, elle va régler les dettes pour lui permettre de se marier. C'est elle le personnage central. Mais elle meurt d'amour. Pour vous, c'est une faiblesse ou c'est une force? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça fait de lui un écrivain féministe? On aurait attendu des femmes, justement, qui gagnent leur combat. Les perdent. Non. D'abord, disons les choses, c'est quel combat on gagne? Nos vies durent une seconde et on est certain de mourir. Donc, voir si le destin de l'homme, c'est de gagner, alors ça veut dire qu'aucun d'entre nous ne gagne. Puisqu'on terminera tous avec le rendez-vous, avec la mort. Mais il a parlé de l'amour comme d'un absolu, et il montre que les femmes ont un absolu, que la femme mal mariée n'est pas une traînée, n'est pas une courtisane, qu'elle a le droit au bonheur elle aussi, et que bien souvent les hommes sont décevants par rapport aux femmes dans la quête d'absolu. C'est d'une modernité extrême. Et moi, ça me touche. Balzac parlant des femmes, je trouve ça extraordinaire, mais on pourrait parler de la femme de 30 ans, on pourrait parler d'Ulysse dans la vallée. Les femmes savent aimer, alors peut-être, Adèle, pourriez-vous dire, elles aiment trop. Mais est-ce qu'on aime trop dans la vie? Ce qui est important, c'est d'aimer. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui reste dans tout ça? Quand vous vous retournez, vous êtes très jeune, mais quand on est un peu moins jeune et qu'on se retourne sur ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il y a de plus important? On a aimé. On ne vit pas. Le mystère de la vie ne peut être transcendé que par essayer de partager, et on partage par l'amour. Et c'est toute l'œuvre de Balzac. En tout cas, je ne suis pas un Balzacien, je ne suis pas un lettré, je ne suis pas un spécialiste, mais moi, quand je le lis comme ça. Oui. Et je dis à ceux qui n'ont pas lu ces livres, mais lisez-les, c'est d'une modernité extraordinaire. Je parlais avec un jeune écrivain français Le Retour de Beaujon, voilà. Le Retour de Beaujon. Qui est un très beau roman. Et nous parlions de Béatrix. Et il me disait, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de trahir cette anecdote, qu'il a lu Béatrix et qu'il a été tellement stupéfait de la capacité de Balzac à décrire Guérande, parce que ça se passe en Bretagne, qu'il a dit, j'arrête de lire ce livre parce que moi-même, je suis de là-bas, ma femme est de là-bas, et ça pouvait me paralyser. C'est d'une modernité, d'une force, d'un génie absolu. Mais vous dites la Vaux ne vit d'être vécue que si on vit un tel amour absolu. Votre vie a connu d'autres choses que l'amour, a certes connu l'amour, qui suis-je pour en juger, mais vous avez été président de la République, vous avez exercé des postes très importants, vous avez été conduit par d'autres choses que l'amour. Oui, mais c'est toujours la même histoire. Au fond, c'est l'histoire du partage. Vous pouvez appeler ça amour, mais c'est le partage qui est en cause. Donc politique ou amour, peu importe, le but c'est de partager ce bonheur-là. C'est d'aimer. C'est d'aimer. Et ce sont les romans d'amour qui vous plaisent. Et d'ailleurs, pas forcément d'amour. Et d'ailleurs, quand vous lisez, je suis de ceux qui pensent que le livre appartient tout autant à celui qui le lit qu'à celui qui l'écrit. Que vous pouvez aimer un livre et ne pas aimer son auteur. Que le livre est différent de l'auteur et que chacun d'entre nous qui lit un livre l'interprète à sa manière et on est propriétaire à sa manière. Alors vous dites que le livre est différent de l'auteur. Ça s'appelle du partage. Tout à fait. Mais le livre est différent de l'auteur. Si on l'applique au contexte contemporain, qui est celui, enfin, il y a quelques semaines, de la décision de publier ou non les textes antisémites de Céline. Céline est connue et reconnue comme étant l'écrivain génial du Voyage au bout de la nuit, que vous avez lu, je crois. D'autres œuvres qui sont... Même plusieurs fois. C'est ça. Que pensez-vous du fait... Et peut-on distinguer l'homme de l'œuvre et donc, du coup, ne pas publier des textes dont il est l'auteur? Mais d'abord... Pardon, c'est une idée très banale que je défends. L'œuvre est le moment sublime de l'auteur.
Donc un auteur n'est pas sublime toute sa vie, dans chacun des instants. L'œuvre, c'est ce moment de grâce où l'inspiration qui vient de je ne sais où produit un génie. Céline a été antisémite. Mais vous pouvez aimer Céline sans être antisémite. Céline a fait 3 chefs-d'œuvre. Le voyage au bout de la nuit, qui n'est pas son premier livre. Je crois que doit être 28 ou quelque chose comme ça. Puisque le premier vrai ouvrage de Céline, c'est sa thèse de médecine. Mort à crédit. Que vous avez lu, la thèse de médecine? Parfaitement, puisqu'elle a été publiée il y a une quinzaine d'années chez Gallimard. Quelle idée? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette thèse de médecine? C'est très intéressant pour comprendre l'œuvre de Céline, parce que c'est une thèse qu'il réalise sur un jeune médecin hongrois du début du 19e siècle qui s'appelle Samuel Weiss. Et c'est très important parce que Samuel Weiss a consacré toute sa vie à essayer de comprendre pourquoi les femmes accouchées par des étudiants en médecine mouraient davantage en couche que celles qui étaient accouchées par des sages-femmes. Ça aurait dû être le contraire. Et Samuel Weiss découvre que la mortalité supérieure avec les étudiants en médecine était due au fait que, après les dissections, ils ne se lavaient pas les mains. C'est l'asepsie. Et on voit l'obsession initiale de Céline sur le microbe, qui devient dans la folie antisémite. Mort à crédit, qui est sa biographie, et d'un château l'autre, qui est exceptionnel. La marche Vinci-Maringen, etc. Il a fait ces 3 chefs-d'œuvre, mais on peut être bouleversé par Le Voyage, qui est un livre unique, absolument exceptionnel, avec des moments de génie quand il arrive aux États-Unis et qu'il écrit, il dit, tu sais, ici, les villes sont debout, chez nous, elles sont couchées. Bon, dans 3 mots, il vous explique les États-Unis. Quand son capitaine dans les tranchées là, sort et se fait décapiter par une balle, et il écrit, tu sais, l'imbécile, il ignorait donc que le courage n'est qu'un manque d'imagination. Bon, Lily, elle savait aimer, Lily. Elle savait aimer. Et il dit, l'amour, c'est infini, mis à la portée des caniches. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Céline n'est pas réductible à son antisémitisme malade. Il a fait des bouquins très ennuyeux, et il a fait des bouquins très scandaleux. Mais ça n'enlève rien au génie du voyage au bout de la nuit. Non, mais pourquoi ne pas les publier? Parce que c'est une forme peut-être de censure aussi de ne pas les publier. Moi, je crois que ça ne valait pas la peine de les publier, parce que l'époque, avec les réseaux sociaux, est une époque qui a si peu de repères. Pourquoi étudier, travailler des textes qui sont à ce point scandaleux, à un moment où le racisme et l'antisémitisme sont extrêmement prégnants? Je ne vois pas ce que ça amène. Parce qu'il faut savoir nommer l'ennemi pour mieux pouvoir le combattre, lui laisser la parole pour mieux rétorquer. L'antisémite, en l'occurrence. D'abord, l'ennemi, c'est pas Céline qui est mort. Non, l'antisémite. Si mon souvenir est exact, doit être mort en 1961, enfin au début des années 60. Depuis, en termes d'antisémitisme, il y a eu pire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ça, ça amène quoi? D'ailleurs, ça a déjà été publié au Canada. Et puis, vous savez, avec tout ce négationnisme, on met des textes. D'une certaine façon, c'est les canoniser que d'en discuter. Mais leur tourner le dos ne les fait pas disparaître. On ne tourne pas le dos. Céline est un grand écrivain pour ses 3 livres, et pour le reste, c'est une honte. Je préférerais qu'on publie la correspondance de Céline, qui est d'abord très drôle. Que vous avez lu également? Non, je n'ai pas tout lu. Mais vous savez, Céline était en prison. D'abord, Céline a été sauvée par les Danois, peuple remarquable. Parce que Céline aurait été là à la Libération, je ne suis pas sûr qu'il n'y passait pas. Il était en prison. Et Jean-Paul Sartre, que je n'admire pas énormément, même si j'ai aimé les mots. Son autobiographie. Qui est extraordinaire. J'adore les 2 parties. Vous vous souvenez? Lire, écrire. Mais il y a une correspondance de Céline qui faisait passer par son avocat assez sévère à l'endroit de JPS. Tu es bien petit, JPS, à l'endroit de mon anus où tu te trouves, c'est pas moi, hein, où tu te trouves à l'instant où j'écris ces mots. Donc la correspondance peut expliquer un contexte, mais espèce de torchon antisémite, je ne vois pas ce que ça va amener. Franchement, je ne vois pas ce que ça va amener. Que les historiens le travaillent, que les agrégés le travaillent, c'est une chose, mais qu'on en fasse une publication
fût-ce avec une préface critique que personne ne lira, et où des gens pas formés, un peu déglingués, et qui n'avaient pas besoin de ça, vont se repaître d'une folie antisémite, qu'est-ce que ça amène? Donc vous étiez contre la publication de Mein Kampf également? Mais il ne manquerait plus que ça. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, excusez-moi si j'écorce, Essenberger, Une histoire allemande, c'est fascinant. On voit ce vulgaire, cet imbécile d'Hitler, fascinant ce que l'armée prussienne avait de noble dans un repas qui dure 5 heures. Mais analyser le torchon qu'il y a dans Mein Kampf, je ne vois pas l'intérêt. On a déjà assez de problèmes, il y a déjà assez de cinglés. C'est parce que les problèmes viennent de là aussi. Là, pour le coup, ce ne serait pas pour des qualités littéraires, ce serait pour... Les problèmes ne viennent pas de là, les problèmes ne viennent pas du manque d'études de Mein Kampf ou des propos antisémites de tel ou tel. Les problèmes viennent d'une absence de repères et d'une société occidentale qui se sent un peu en décadence. En décadence pourquoi? Il y a 7 milliards d'individus sur la planète. Si vous additionnez l'Europe et les États-Unis, ça fait 800 millions. Et donc, cette société se sent que l'axe du monde a migré de l'Occident vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Asie. Si on retourne au 19e siècle, on était parti de là. Et on n'a pas, il faut qu'on y reste encore un petit peu. Vous plaisantez, parce que il y a de quoi faire la semaine. Vous avez présenté Balzac comme cet écrivain féministe que vous aimez, qui propose des personnages de femmes qui croient en l'amour absolu. On retrouve cette croyance en un amour, alors pas forcément absolu, et qui se solde aussi par un échec, chez 2 autres auteurs du 19e siècle, Stendhal d'un côté et Flaubert de l'autre. Alors comme vous avez une lecture à contre-courant de Balzac, j'imagine que c'est la même chose de Stendhal si on prend la Chartreuse de Parme, par exemple. Dans la Chartreuse de Parme, il y a le personnage principal, tel qu'il est, en tout cas celui que le narrateur met au centre. Fabrice qui n'a aucun intérêt. C'est Fabrice Del Dongo. Il n'a aucun intérêt. Pourquoi il n'a aucun intérêt? C'est un anti-héros, c'est ça qui le rend intéressant. Pas du tout. Ce pauvre Fabrice a une personnalité très falote. Il est bellâtre. Il est, si mon souvenir est exact, sa tante, la Sanseverina, l'aime énormément. Lui ne se rend pas compte. Il croise Waterloo. Le Waterloo de Fabrice, souvenez-vous de cette scène un peu grotesque. Alors vous racontez l'histoire. Il se retrouve justement sur le... Il se retrouve sur Waterloo quand tout est fini. Il tombe évanoui, je ne me souviens plus, je n'ai pas lu depuis longtemps, mais enfin je connais l'histoire. Ramené par une aubergiste à la poitrine abondante, qui le met dans son chariot, et voilà et le narrateur dit, il faut avouer que notre héros était fort peu héros en ce moment. Oui, donc il le sait. Bon, après c'est un pleurnichard, il est mis en prison, il tombe amoureux de la fille du colonel... Clélia Conti. Ou du banc qui garde. Enfin bref, une personne sans aucun intérêt. Non, pour moi, le héros magnifique de la Chartreuse de Parme, c'est Mosca, président, Mosca, Premier ministre de la République de Parme. Et Mosca, lui, c'est un homme qui sait aimer. Mosca qui va épouser sa tante, justement, la Sanseverina. Oui, qui est fou d'elle, et qui lui sacrifie tout, y compris son ambition. Mais elle en épouse un autre, c'est un cocu quand même dans l'histoire. Vous préférez un cocu à un anti-héros? Bon, d'abord... soyons tous extrêmement modestes. En matière d'amour, des mésaventures peuvent arriver à chacun. Certes. Bon, donc ça doit amener une grande modestie. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas... On n'est jamais ridicule. C'est la manière dont on prend les choses qui peut rendre ridicule. Mosca est trompé, mais il est extrêmement digne. Il l'aime. Quand on aime, on est à la fois extrêmement faible et extrêmement fort. Souvenez-vous de Céline, l'amour, c'est infini, mis à la portée des caniches. Gallimard vient de publier les lettres admirables, il y a 1200 pages, que je n'ai pas lues d'ailleurs, les lettres d'amour entre Maria Casares et Albert Camus. C'est Albert Camus, un génie absolu. Il est dans les années 50, je crois 56 ou 57, il reçoit le prix Nobel de littérature. Il écrit une petite carte, Albert Camus. Il dessine un petit soleil, comme s'il avait 4 ans d'âge mental. Il écrit à son amoureuse, Maria Casares, au milieu de toutes ces glaces, un seul soleil, toi. L'amour, c'est infini, mis à la portée des caniches, qui que nous soyons. Mais Mosca, il n'est pas ridicule parce qu'il est trompé. Il n'est pas ridicule, il est digne. Il veut tout lui donner. Il aime cette femme. Ce Fabrice n'est amoureux que de lui.
Alors, on peut choisir entre le comte Mosca ou Fabrice Del Dongo. Figurez-vous que Françoise Sagan avait une troisième hypothèse qu'elle défend. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Françoise Sagan qui vous parle de Stendhal et qui vous propose sa lecture de la Chartreuse de Parme. Et aussi une chose assez étonnante, c'est chez Stendhal, je trouve, en dehors de ce charme extraordinaire qu'a pour moi ce ton de galop qu'il a tout le temps, c'est qu'il était lui-même assez épais, courteau, rouge, et que tous ces jeunes gens qu'il a imaginés sont tous fringants, minces, bons cavaliers, bons danseurs, pleins de charme, et en général, à mon avis, un peu niais, à part Lucien Leven qui est plein de charme. Pour moi, Julien Sorel est un peu puritain et un peu gênant comme personnage. Et Fabrice Del Dongo, le beau Fabrice, est un peu le cow-boy, si on peut dire, de la littérature de Stendhal. Fabrice passait son temps à courir d'une amourette à l'autre, à cheval, ne comprenant rien à sa tante, qui est le personnage merveilleux de Stendhal, et finissant par s'amouracher de Clélia Conti, qui n'avait strictement aucun intérêt, sauf d'être vue par une fenêtre à 10 mètres et de ne pas pouvoir l'atteindre, en tout cas au début. Et les femmes chez Stendhal sont, à mon sens, très intéressantes parce que ce sont les premières femmes de la littérature française qui ne soient pas horriblement ennuyeuses, horriblement conventionnelles. Françoise Sagan aussi a une lecture féministe de ses écrivains. Oui. Pour elle, le personnage principal de la Chartreuse de Parme, c'est plutôt la Sainte Sévérina, si on l'écoute. Non mais, d'abord, Françoise Sagan, c'est un génie de tout, et notamment des titres. C'est vrai. Bonjour tristesse, un chagrin de passage, enfin bref, il y aurait tellement à dire sur Françoise Sagan. Je me permets de dire que je me reconnais totalement dans ce qu'elle dit de Lucien Leven, qui est pour moi le plus grand des romans de Stendhal. La description de l'ennui à Nancy, quand Lucien, sur un cheval, va sous les fenêtres de Madame Chantecler, je crois. Chantecler, oui. Et qui tombe d'ailleurs. C'est absolument admirable. Le roman est inachevé, mais il n'est pas inachevé dans son histoire, parce qu'on voit le Lucien Leven militaire, on voit le Lucien Leven politique, il manquerait le Lucien Leven diplomate. Ecclésiaste. Ou ecclésiaste, bon. Comme Fabrice Del Dongo. Mais je crois même que Flaubert a dit « Madame Bovary, c'est moi ». Oui. Mais la manière dont ils savent tous parler des femmes, il y a cette tradition. Regardez Albert Cohen, Belle du Seigneur, Ariane. Comment Albert Cohen, ce peu vieux monsieur en 68, sous le bord du lac Léman, fait 20 pages décrivant Ariane dans sa salle de bain, dans son bain. Elle met un pied en dehors de la baignoire, puis elle revient parce qu'elle attend Solane. C'est un monologue intérieur, ce sont les premières pages. Mais comment se glisse-t-il dans la peau des femmes pour en faire des héroïnes comme cela? C'est extraordinaire. De qui pourriez-vous dire ce personnage, c'est moi? Non, moi je ne me permettrai pas, d'abord je ne les ai pas. Mais c'est vrai que parfois quand je lis, j'entends des gens qui savent tout de la littérature, et ils savent tellement de choses qu'ils n'en retiennent rien. Je crois que la littérature, on doit l'incarner. Moi, quand je lis Madame Bovary, j'ai plusieurs fois. Alors venons-en à Madame Bovary. J'ai du mal à trouver Charles insignifiant. Encore une fois, vous prenez le contre-pied des lectures. Charles est celui qui, dès le début, est défini comme étant un homme mou, comme sa casquette. Il y a une page sublime sur la casquette de Charles Bovary qui est décrite... un bonnet à poil, une chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre, du bonnet de coton, une de ces pauvres choses enfin dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Adèle, vous jugez quelqu'un sur son bonnet ou sur son chapeau? Pour moi, les mous, les grotesques, c'est Rodolphe. L'amant. C'est Léon. Les amants de Madame Bovary. Qui ne vont au bout de rien, qui sont incapables de donner, qui sont incapables de s'engager. Mais je pense que dans Anna Karenine, le héros, c'est pas Vronsky, c'est Monsieur Karenine. Quand elle va mourir, souvenez-vous cette Donc le scène. mari, Anna Karenine, qui est mariée à Monsieur, effectivement, Karenine, et qui a pour amant Vronsky. Vous dites le héros, encore une fois, c'est le mari, le cocu.
Non, mais vous allez me faire passer pour un ami des... Dans les deux cas, couples. c'est vrai. Non. Mais ce qui montre que vous privilégiez l'amour absolu. Non, je privilégie Sur la fidélité. l'engagement. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'engagement. Je ne parle pas du tout simplement de l'engagement amoureux, l'engagement politique, l'engagement syndical, l'engagement dans sa profession. J'aime les gens qui s'engagent. Je n'aime pas la période un peu d'aujourd'hui. On dit, on va s'installer 5 ans pour voir si ça marche, comme si au bout de 5 ans, ça marchait mieux. Bon. Et vous vous souvenez de M. Karanine qui fait venir l'amant, sa femme, pour qu'elle s'en sorte. Et Charles Bovary, sa femme meurt, puisqu'elle se suicide, si mon souvenir est exact. Et quelques mois après l'enterrement, il découvre les lettres. Il lui a pardonné. Il lui en veut pas. Et il est même énervé par sa fille, Charles Bovary, parce que la petite oublie sa mère. Et lui, il l'oublie pas. Oui, mais C'est beau. sa mère n'aimait pas sa fille parce qu'elle l'a trouvée laide, nous dit le narrateur. Difficile en tant que fille de pardonner à sa propre mère. Parce que Emma est sotte. Emma est belle et croit que ça fait la vie. Emma est sotte. Elle a surtout envie d'aimer, de rêver. Non. Emma est prête à tomber dans tous les panneaux. Emma, quand elle a un chagrin d'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Je crois que c'est Monsieur Lheureux, le commerçant. Auprès duquel elle Je m'en souviens s'endette. plus, mais je crois que c'est Monsieur Lheureux. Il y a une scène où Emma, désespérée parce que ça ne va pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter une écharpe. Mais parce qu'il la manipule. Elle va acheter une écharpe. Elle va acheter une écharpe. Comme si l'écharpe allait consoler le besoin d'amour. Donc le besoin d'amour d'Emma se réduit à une écharpe. Non. Alors, moi, Mais le texte montre la manipulation j'aime d'un commerçant envers une jeune femme qui est perdue et qui est fragile. C'est lui qui est responsable. Le texte montre une jeune femme qui perd pied, qui ne lit pas, qui ne se cultive pas, et qui a besoin qu'on lui dise en permanence qu'on l'aime, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, qui tombe sur ce Charles qui n'est pas très beau, pas très séduisant, qui est digne et qui l'aime tellement. Et s'il y a à comparer la façon dont Charles aime avec ses petits moyens et dont Emma aime avec ses grands moyens, eh bien, permettez-moi de vous dire que pour moi, en tant que lecteur indépendant, Charles, à sa manière, il aime, il sait aimer. Pourquoi Flaubert a-t-il dit alors « Madame Bovary, c'est moi » Ben, je ne sais pas, parce que eux, c'est des génies qui, à une époque, ont écrit et fait des femmes des personnages importants, à une époque où la femme n'avait, au fond, pas d'autre existence que d'être une mère maîtresse de mère élevait les enfants, maîtresse de maison, ou sinon ils allaient dans les soirées, disons les maisons de passe entre hommes pour discuter. Et ces génies qui sont très modernes, pour ça que j'aime pas quand on dit les classiques, ils sont beaucoup plus modernes, ont fait des femmes des personnages complexes, profonds, forts, autour desquels toute l'histoire s'organise. Ça Mais m'intéresse hommes ou beaucoup. femmes, les personnages qui vous plaisent sont ceux qui aiment éperdument, qui s'engagent, Mais moi j'aime le père Goriot. qui lui se fait abandonner par ses filles. Pour le coup, c'est Oui, mais un il les contre-exemple aime du tellement. féminisme. Oui, c'est ça. Il leur sacrifie tout, ce père Goriot. Je crois que Balzac a écrit le père Goriot en 40 jours. Enfin, c'est quelque chose de fascinant. Il n'y a pas un livre qui parle mieux de l'amour d'un père pour sa fille, comme je suis père d'une fille de 6 ans, Giulia. C'est bouleversant. Ce père Goriot essaye de les protéger contre elle. Et est un personnage exceptionnel. Vous qui aimez les personnages amoureux, qu'est-ce que vous pensez du narrateur de La Recherche du temps perdu? Si vous Il ne doit pas aimer à la hauteur de l'amour que vous définissez. Si moi, ce qui me fascine, mais peut-être devait choquer les puristes, c'est que pour moi, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, ou Guerre et paix, Donc, Marcel Proust d'un côté, Tolstoï de l'autre. c'est la même épopée. Sauf que Tolstoï, c'est une épopée qui traverse l'Europe. Proust, c'est une épopée qui traverse son cerveau. C'est une épopée pour vous, La Recherche du temps perdu. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, donc c'est-à-dire quand il est dans la chambre d'hôtel et qu'il observe pour la première fois plusieurs filles, dont Albertine. Il est
qu'ils regardent le ruban dans leurs cheveux, c'est une épopée? Il est à Cabourg, et quand il regarde le ruban dans les cheveux des jeunes filles, mais c'est les fanions des armées russes et françaises qui se font face. C'est la même épopée, c'est la même intensité. Et moi, ce qui me fascine, c'est la capacité de Proust de narrer l'aventure immobile. Parce que c'est une aventure. Chaque dîner chez les Verdurins devient une bataille extravagante. Et j'aime cette capacité d'imagination. Il ne se passe rien et vous êtes suffoqué à l'idée de ce qui va arriver. Mais pour moi, Thomas Mann, La montagne magique, comment s'appelle le héros, Hans Karstorp, peut-être vous souvenez-vous, il va dans un sanatorium, il ne se passe absolument rien, et pendant 1000 pages, on est haletant à l'idée de savoir comment, peut-être vous souvenez-vous de cette scène, sur le balcon, il va plier la couverture en fourrure qu'on donne à tous ceux qui souffrent d'une affection poitrinaire. Et c'est ça le roman. Le roman, pour être épique, n'a pas besoin de cris et de fureur, n'a pas besoin de grands espaces. Ça peut être une chambre où il est seul avec sa mère, la dame qui s'occupe d'eux, et où il rêve. L'esprit de Proust, ça devait être agité là-dedans. Et qu'est-ce qui fait que c'est une épopée? C'est la façon dont il l'écrit? Ou c'est le fait que vous puissiez vous identifier à ce qui est décrit Non, que ça exprime des tourments intérieurs? Je suis fasciné de la capacité à raconter des histoires, leurs tourments. Ouais. Tout devient prétexte à l'épopée. Chez Proust, comme chez Tolstoï. Alors je reconnais que c'est osé la comparaison. Mais en tout cas, moi, en tant que lecteur, c'est comme ça que je le vois. Alors vous dites que vous lisez beaucoup de romans, vous préférez les romans aux essais. Il y a un auteur que vous avez rapidement cité, qui est à la fois philosophe et romancier, c'est Albert Camus. Vous avez cité La correspondance magnifique avec Maria Casares, qui effectivement vient d'être publiée, la carte postale qu'il lui a écrit. Camus est autant l'auteur de La Peste que de Noces, par exemple, qui est un texte, un recueil de très courts textes. Je l'ai lu. À portée philosophique. Tipaza. Qui est Les Noces à Tipaza, notamment, qui est absolument bouleversant, où on est dans un type de récit qui est là complètement différent, mais qui vous parle aussi. Bon, d'abord, le rapport de Camus à la nature. On est vraiment très proche de la narration à la Proust, parce qu'il ne se passe rien. Or, Tipaza, qu'est-ce qui se passe? Le sentiment d'un homme par rapport à la nature, les odeurs, le vent. Mais moi, ce qui m'intéresse dans Camus, ce qui m'a toujours bouleversé, c'est que peut-être le thème le plus récurrent de la littérature est celui qui fait du naïf, du dérangé, du différent, celui qui touche la vérité au plus près. L'étranger. Vous pensez à L'étranger de Camus? On peut dire qu'il n'est pas normal au sens... L'étranger qui est moqué, fustigé, isolé parce qu'on l'accuse de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa propre mère. Oui, mais l'étranger, il me fait penser à l'idiot. De Dostoïevski. Il me fait penser à Hans Karstorp, qui est lui aussi un peu dérangé. Il me fait penser à Ordette, le beau-frère, dans Dreyer. Dans le film de Dreyer, le cinéma. Ouais. C'est la même chose. Dans Dreyer, il est très dérangé, le beau-frère. Il est gênant tellement il est dérangé. Mais quand il faut ressusciter les enfants, c'est lui qu'on va chercher. Et j'aime cette écriture qui fait du différent celui qui tutoie la vérité. L'idiot n'a rien d'un idiot. Tout ce qu'il dit est proche de la vérité. Dans L'étranger, c'est cela. Et puis moi, j'aime chez Camus tout ce qui est l'Afrique du Nord. Longtemps, j'aurais aimé naître en Afrique du Nord. Ces villes blanches écrasées de soleil, les plages d'Alger, rêver de réussir à Paris, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et dans La Peste et dans l'enfermement, je crois que ça se passe à Oran. La Peste, oui, c'est le roman de Camus. Il y a cette vie en Afrique du Nord. Parce que
curieusement, alors que mon père est hongrois, plus ça va, plus je me sens méditerranéen. Et je pense que la culture méditerranéenne, elle est tout autant au sud de la Méditerranée qu'au nord de la Méditerranée. Et Camus est autant du côté de l'amour que d'une forme de jouissance de la nature, justement. Bien sûr, du côté de l'amour, il l'est dans sa vie privée. Dans sa correspondance, pas Parce que tellement si on, dans voit son œuvre. si on voit sa correspondance, c'est d'ailleurs assez fascinant. Ouais. La correspondance avec Maria Casares, qui vient de sortir, là. Ils sont restés, je crois, une dizaine d'années ensemble. De 48 à 60, jusqu'à sa mort. Une dizaine d'années. Ils ont été très séparés parce qu'elle était une actrice, si je me souviens Puis bien. lui était marié. Voilà. Mais ils ont écrit des centaines de lettres qui en disent beaucoup. C'est là où je pense que la correspondance est plus importante, parfois, qu'une partie de l'œuvre. Et mon Dieu, comme c'est triste, notre tradition des emails maintenant, parce que qu'est-ce qui va rester? Mon Dieu. Vous aimeriez écrire des lettres encore J'aimerais en recevoir, surtout. Des lettres Je ne d'amour, sais pas alors si- le dites pas Non, trop, non, parce non. que vous allez en recevoir. Non, non, je ne veux pas les lettres d'amour, je suis marié, ma femme. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui va rester de nos textos? Qu'est-ce qui va rester de nos emails? Où le moindre email est donné en copie à 70 personnes. Ça s'archive, un email, on peut l'imprimer, vous le Tu gardez. parles, quelle poésie. Mémoire numérique. Quand vous pensez Camus, c'est quand même pas le Moyen-Âge. On est plein XXe siècle. Il y a 1200 pages de correspondance magnifique avec son amoureuse. C'est ça la civilisation. C'est ça la modernité. Et tout ce qu'on nous présente comme de la modernité, c'est-à-dire le truc en toc, jetable, consommable, recyclable, pardon. J'ai rien contre ce qui est recyclable, je ne vais pas me mettre mal avec qui que ce soit. Mais enfin, qu'est-ce qui vaut une lettre? Ou Maria Casares, comme Camus, rentre épuisée de journée. Et avant de se coucher, ou elle, après une théâtre, elle écrit, tu sais, je suis fatiguée, mais je voulais t'écrire, je voulais te dire ce que je pensais. Quel est l'écrivain aujourd'hui qui va faire ça? Mais justement, parmi les écrivains contemporains, parce que nous n'avons parlé que d'écrivains du 19e, début, moitié du 20e siècle, est-ce qu'il y avait un livre que vous avez lu récemment de littérature, peut-être même étrangère, qui retiendrait votre attention? Ce serait Moi, lequel? j'ai un écrivain, un jeune, enfin, je crois qu'il y a une cinquantaine d'années, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas, américain, David Vann, V-A-2-N, que j'avais lu il y a 7 ou 8 ans, Suckland Island, qui était stupéfiant, et qui a sorti il y a quelques mois Aquarium. qui est un livre qui vous suffoque. C'est une histoire extraordinaire. Décidément, je m'aperçois que j'aime les héros féminins, d'une femme abandonnée qui élève seule sa fille. Je ne veux pas raconter l'histoire parce que... Racontez pas tout, mais c'est vrai que... Et il va arriver une de histoire extraordinaire qui est bouleversante. Et ce David Vann est quelqu'un dans la littérature contemporaine qui m'impressionne énormément. Et vous avez amené d'ailleurs Vous votre m'aviez exemplaire demandé. d'Aquarium. Je C'est vous ai mon demandé d'apporter les livres C'est mon qui exemple. comptaient pour vous, vos oui. exemplaires de chevet. Et je vois qu'ils sont immaculés. On dirait qu'ils ont à peine été touchés. Non, non, si, ça, je l'ai lu, bien sûr. Mais David Vann, c'est extraordinaire. Et comme vous me donniez l'autorisation d'avoir quelques livres, Mais oui, dites-nous, quels sont vos livres un de auteur chevet? dont on parle pratiquement pas, Ouais. et qui est exceptionnel, qui est Joseph Kessel. Joseph Kessel, c'est dans la lignée d'Hemingway, de Romain Gary, Les Cavaliers. C'est l'histoire, Celui-ci. celui-là, c'est l'histoire au fond, des relations d'un fils et de son père. Il veut épater son père. Ça se passe dans... Est-ce que c'est le Tadjikistan? Est-ce que c'est l'Ouzbékistan? Est-ce que c'est le Kazakhstan? Lisez Les Cavaliers, vous ne serez pas déçus. C'est l'aventure d'Ourose. C'est merveilleux. Vous prenez grand soin de vos livres, vous n'écrivez pas sur les livres. Vous, Je les stabilo-bosse de temps en temps. vous les stabilo-bossez. Oui, quand il y a quelque chose qui me plaît, parce que quand je les reprends, après je l'ouvre, et puis il y a quelque chose... je ne sais pas pourquoi je stabilo telle phrase, pas forcément la plus belle, mais parce qu'elle me touche. Et puis j'ai amené Les Cerfs-Volants. De Romain Gary. C'est Jean-Marie Roire. Je n'avais pas lu, j'avais lu pratiquement tout Gary, mais je n'avais pas lu Les Cerfs-Volants.
l'écrivain contemporain Jean-Marie Roy, avec lequel Jean-Marie vous vous Roy, étiez entretenu d'ailleurs sur la un littérature. excellent écrivain, Quelques années. qui m'a dit « Tu devrais lire Les Cerfs-Volants ». Et Les Cerfs-Volants, c'est bouleversant parce que c'est le dernier livre de Romain Gary. C'est une magnifique histoire d'amour entre une petite Polonaise et un petit Français. Bouleversé par la guerre. C'est magnifique, c'est vraiment touchant. Et ce qui est extraordinaire, c'est de penser que quand Romain Gary écrivait ce livre, c'était le dernier parce qu'il allait se suicider quelques semaines En après. 1980, oui. Oui, je crois même 84, enfin, bon, au début des années 80. Et comment peut-on écrire un tel plaidoyer sur l'amour et avoir l'idée de se suicider? Et Là, ce vous qui me avez stabili touche- bossé quelque chose. Ce qui me touche, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est très important. Il a dédicacé Les Cerfs-Volants à la mémoire. Alors ça me touche énormément parce que on dédicace à l'avenir en général. Mais lui, il fait à la mémoire. Et ça en dit tellement long sur l'état d'esprit de celui qui avait déjà eu 2 prix, je crois que c'est Goncourt, au nom Sous deux noms, Ajar. puisqu'il avait son Et- pseudonyme, bien sûr, Émile Ajar. Bien, Émile Ajar, et puis Romain Gary. Et il fait le dernier livre et il le dédicace à la mémoire. Je n'avais jamais lu ça. Pour moi, vous voyez, ça c'est quelque chose qui me touche. Mais qu'est-ce que vous voulez quand j'étais président de la République que j'avais parlé de ça? Et pourquoi Il est pas fou ce type-là. Et pourquoi pas? Mais moi, bon, je ne sais pas, parce qu'on n'attendait pas de moi que je fasse ça. Mais pour moi, c'est ça qui me touche. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me... je pourrais même dire, d'une certaine façon, qui me bouleverse. Et puis, Marguerite Duras, quand même. Une écrivaine. Ouais. Ben oui, c'est tellement extraordinaire. Un barrage contre le Pacifique. Une femme aussi très forte, elle est je crois, enseignante. Et puis elle se dit, on va gagner de l'argent, donc elle a une parcelle dans ce qu'on appelle la Cochinchine. Et on va cultiver du riz. Je crois qu'elle a 2 filles, une qui est un peu curieuse, c'est peut-être d'ailleurs Marguerite Duras elle-même. Un fils. Et puis, ils font un barrage contre le Pacifique, parce que naturellement, pour cultiver du riz, il faut de l'eau, mais pas de l'eau salée. Mais il y a des crabes partout, et les crabes détruisent, l'a dit, et c'est quelque chose d'extraordinaire, de simplicité. On sent, en lisant, la moiteur du climat en Cochinchine. Vous êtes attentif au À climat. l'époque. Marguerite Duras qui avait discuté avec François Mitterrand. Bien sûr, mais pourquoi? Moi, vous savez, les opinions politiques des écrivains... Non, mais c'est pour montrer qu'on peut être homme politique et assumer un rapport au texte et à la littérature sans que ça nuise à l'exercice du pouvoir. Bon, heureusement, Marguerite Duras, j'avais revu, je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu, je crois qu'il a été réédité une dizaine d'entretiens de pivot avec des grands auteurs. Nabokov, Lolita. Pour moi, d'ailleurs, dans Lolita, la victime, c'est le gendre et pas Lolita. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et le film de Kubrick aussi, qui a repris Lolita. Mais qui a été remis au goût du jour par des polémiques actuelles, justement, sur la question de la majorité de l'âge sexuel, enfin de la légalité. Alors, c'est la différence des entre le rapports cinéma, sexuels. parce que Ouais. dans Nabokov, Lolita est plus jeune que dans Kubrick. Si vous vous souvenez de ce film de Kubrick fait. extraordinaire, qui est en noir et blanc, Lolita, au fond, elle dit à la fin, le seul que j'ai vraiment aimé, c'est celui qui voulait la mettre prostituée, et pas celui qui est le père de son enfant. Alors, je pense que dans Nabokov, elle était plus jeune. Mais ce qui trouble aujourd'hui de voir que la littérature, ce livre peut poser problème, en tout cas, si on ne dissocie pas la littérature d'un côté, de la société de l'autre, parce que c'est Oui, vous savez, moralement compliqué. Ça pose problème à qui? Aux petits esprits grands comme ça. La littérature, c'est le domaine de la liberté. Et vous comprenez, moi j'ose donner mon opinion sur Balzac, sur Flaubert, je n'ai aucune compétence pour ça. Mais je la donne avec ma sincérité de lecteur. Je pense que le lecteur est aussi propriétaire de l'œuvre. Et je pense que c'est intéressant de lire en donnant de la vie, de la chair au personnage. Pas de le lire, savoir à quelle époque c'était, qu'est-ce qu'il a voulu dire derrière. Non. Comment ça me parle?
Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Je pense que c'est ça qu'on devrait apprendre à nos enfants. Pas ce que Balzac, Flaubert, Zola, que j'adore, ou que Maupassant, tous les génies dont on a parlé, ont voulu dire. Mais toi, mon petit, qu'as-tu ressenti en lisant ça? C'est ça qui est intéressant. C'est pas du tout... je veux pas dire que Flaubert n'était pas intéressant, mais toi, un siècle et demi après, ça fait écho à quoi? Et on devrait bien mieux dire à nos enfants, voilà, vous avez lu ce chef-d'œuvre, ou adolescent ou jeune, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt qu'essayer de reconstruire ce qu'était l'état d'esprit, ça c'est pour les érudits. Mais à l'école, c'est beaucoup mieux. Et on aurait des milliers d'interprétations de Balzac. Et à ce moment-là, Balzac deviendrait une œuvre vivante, comme elle le mérite de l'être, et non pas savoir s'il écrivait avec sa robe de cachemire, à quelle heure il écrivait, s'il écrivait debout. Il en reste un. Et puis, bon, incontournable, Houellebecq. Michel Houellebecq. Incontournable. Pourquoi? Si sévère à l'égard de la France aujourd'hui, dans son constat. Et c'est un écrivain qui me touche énormément, d'une lucidité extrêmement profonde et absolument contraire à l'apparence qu'il donne. C'est-à-dire, quelle est son apparence? Bon, quand on voit Michel Houellebecq, on ne pense pas immédiatement à la lucidité, à la tranquillité et au calme absolu. Mais il y a un côté un peu sagant dans sa manière de parler. Il prend du temps, il se moque de la forme, et tout ce qu'il dit est passionnant, et j'ai aimé Soumission, non pas parce qu'il est branché avec l'actualité, mais parce qu'il a une capacité à définir des personnages extraordinaires, et puis c'est un grand poète, peut-être le plus grand d'aujourd'hui. Soumission, donc, de Michel Houellebecq. Nicolas Sarkozy, on va se quitter avec une chanson, figurez-vous, parce qu'on trouve aussi de la littérature en chanson. On s'est demandé quelle chanson vous ferait plaisir d'entendre ce soir. On a beaucoup parlé de littérature du 19e siècle, du début 20e siècle, un peu de contemporain. Une chanson contemporaine dont voici les premières notes, vous allez la reconnaître tout de suite. Je veux mes yeux dans vos yeux, je veux ma voix dans votre oreille, je veux les mains fraîches du vent, je veux encore le mal d'aimer, le mal de tout ce qui est merveille, je veux encore brûler doucement, marcher à 2 pas du soleil, et je veux déranger les pierres. Vous la connaissez par cœur, Nicolas Sarkozy? Changer le visage. Bon, de nuit. je la connais par cœur, elle me touche toujours autant, À ton mystère, et bon, les paroles sont de Carla Bruni. j'en fais mon affaire. Bon, vous allez croire que je suis un peu partisan, mais pour moi, c'est un très grand auteur français, Carla. Et je suis toujours assez bouleversé quand Carla écrit, quand Julien Clerc compose. Julien Clerc est un immense compositeur. Je ne parle pas des chanteurs, naturellement les deux, mais la rencontre est exceptionnelle. Voilà. Et vraiment, vous m'avez fait doublement plaisir. Plaisir en m'invitant pour parler de... J'ai certainement très mal parlé, mais j'espère que vous avez compris que pour moi c'était important. Et terminer par Déranger les pierres, c'est un très grand privilège. Je crois que c'est une chanson qu'elle a écrite en 2007. C'est vous qui savez. Oui, je pense, mais je ne crois pas me tromper. Merci beaucoup, Nicolas Sarkozy. C'est moi, Merci longue vie à l'émission, et je peux vous dire que c'était un grand plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. À bientôt, j'espère. On se quitte avec Julien Clerc. Premier frisson du printemps, sous le grand soleil de Satan, le nez au ciel comme un mendiant, et je veux déranger les pierres, changer
changer le visage de mes nuits. Faire la peau. C'était Livrez-vous avec le concours du Centre national du livre.